Merci Delphine pour cette présentation. Je pense qu'elle a été suffisamment claire pour vous préciser les différentes orientations pour le développement de Combloux dans les 10 prochaines années. Voilà, et maintenant, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va faire en sorte de pouvoir vous répondre. Un lieu commun, le réchauffement climatique. Il n'y a pas un mot pour réchauffement climatique dans l'énoncé qu'a fait Madame. Si, ben on a quand même parlé des transitions énergétiques, on a parlé de la mobilité, on a parlé... Ouais. Non, justement, à propos de l'énergie renouvelable, vous savez qu'il y a 200 d'éoliennes, c'est de 150 mètres de haut, et moins de 12 mètres. Il n'y a aucune réglementation pour les éoliennes de moins de 12 mètres. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu la surprise de voir qu'un Gros Laurent avait installé une éolienne, pas devant son chalet, mais devant mon terrain. Ce qui fait que la vue sur le Mont Blanc était entièrement gâchée. Alors, j'ai mis en route un avocat. L'avocat a mis en bord d'enlever ça sous réserve de dommages et intérêts. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'à Combloux, puisque la vue est essentielle, qu'il y ait quelque chose sur les éoliennes de moins de 12 mètres. Ou carrément les interdire. Carrément les interdire. Carrément les interdire, je pense que... La nouvelle loi qui est sortie le 7 août dernier, Madame est au courant, aujourd'hui, il y a l'intérêt majeur prime sur tout. C'est-à-dire qu'on peut mettre des éoliennes et des barrages partout. Par exemple, la centrale hydroélectrique de la Frasse, de l'Évaux et du pont de la Flé, avec cette loi, elle va être avalisée. Voilà. Oui, d'accord. Alors, dans le cadre du PLU, on va avoir des difficultés à interdire les éoliennes on va dire domestiques, dans le sens où, effectivement, le cadre de la loi... Oui, c'est de l'autoconsommation, et le cadre de la loi... va pas dans le sens d'interdire ce type d'installation en faveur des énergies renouvelables. Après, dans certains secteurs très précis, éventuellement, pour des raisons paysagères ou de patrimoine, par exemple dans les périmètres soumis à l'ABF, il peut y avoir des restrictions. Mais souvent, c'est effectivement très circonscrit dans une commune. Oui, la zone UX dans Plan Mouillé. Oui. Et la loi de août 21 sur les climat et résilience, elle ne serait pas applicable parce que tout ce qui concerne 1 hectare normalement ne peut plus être urbanisé. Un exemple, à Salanches, il s'est fait la zone d'Hydroche. Aujourd'hui, il ne pourrait plus se faire parce que ça dépasse 1 hectare. Oui, alors en fait, la loi climat et résilience émet un frein clair et net au développement des zones commerciales. C'est-à-dire les zones vraiment commerciales. Donc l'entrée de Salanches, typiquement, ça pourrait plus être possible aujourd'hui de faire sortir de terre 1 hectare de zones commerciales de Carrefour, Jiffy et autres surfaces comme ça. La ZAC de Plan Mouillé, c'est à vocation artisanale. Après, pour autant, l'ensemble des thèmes du développement d'une commune est soumis à la loi climat et résilience. Donc on est sur le principe soumis à la réduction de 50% de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, quel que soit le sujet. Mais donc la ZAC de Plan Mouillé, elle aurait peut-être des difficultés à sortir. Il y a plus, je sais pas, d'une dizaine d'hectares. D'un coup, d'un seul, ce serait difficile. Mais voilà, elle est là, on a le droit de la préserver. Voilà, elle a déjà été approuvée, on ne la remet pas en cause, elle est urbanisée. Par contre, c'est vrai que refaire la même chose, ce serait sans doute difficile. Et la question de la loi climat et résilience que vous posez, c'est clairement sur les zones, les surfaces commerciales, c'est-à-dire qu'on arrête de créer des surfaces commerciales ex nihilo dans le territoire français. Donc il faut que je parle fort. Bonsoir. Je voudrais parler de l'hôtellerie, moi. Parce qu'il semble clair que dans le village de Combloux, en tout cas dans le centre du village, il n'y a plus d'hôtel. Et j'ai vu sur le plan qu'on nous a présenté des terrains qui étaient juste au-dessus du plan d'eau, qui étaient classifiés comme hôteliers. Et il semble que ça soit une initiative de la mairie, ce qui est bien, parce que ça serait bien qu'il y ait des hôtels dans le centre du village. Mais le village de Saint-Gervais, par exemple, a été relancé par la création d'hôtels. Et donc, je voulais savoir si vous seriez favorable aux initiatives privées pour créer des hôtels en plein centre du village, monsieur le maire. Vous savez que moi j'ai un terrain avec mon frère qui est 50 mètres derrière la porte, là, et que moi je voudrais faire un hôtel avec mes sous, ceux de mon frère, ceux de ma famille, pour accueillir des gens à l'année ici. Et comme je pense que l'économie est compliquée, je me demande si c'est pas compliqué d'utiliser les deniers du village pour faire un hôtel dans le centre du village. Enfin, moi je trouve ça génial, hein. Je pense que c'est bien qu'il y en ait plusieurs. Voilà, oui, donc par rapport à la zone qui est classée l'OPA, enfin l'OAP qu'on a au niveau du centre,
C'est vrai nous, on avait décidé de préempter la maison Perrin quand elle s'est vendue, puisqu'on ne voulait pas avoir des résidences secondaires à cet endroit-là. Et nous avons décidé l'idée, c'est de faire un hôtel à cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'on l'a classé en zone OAP. Et puis, après, je vois bien la parcelle dont vous voulez parler. Aujourd'hui, c'est des parcelles qui sont dans le centre de Combloux. Je pense qu'ils ont un enjeu environnemental important, qui ont une certaine surface. Et vu les nouvelles lois et tout, je pense qu'il est difficile d'accepter la construction d'un hôtel à cet endroit-là. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a 2 gosses du village qui voudraient faire un hôtel dans le village. Et on nous dit non, et dans le même temps, la mairie va préempter le terrain pour faire un autre hôtel dans le village. Sauf la différence, c'est qu'aujourd'hui, les terrains qu'on a préemptés sont déjà construits. Ils sont déjà construits. Et vous, c'est un ténement, c'est vrai que c'est un ténement qui est important au centre du village. Et je pense qu'aujourd'hui, il a un réel enjeu environnemental. Et vous avez vu qu'avec les lois, aujourd'hui, on est quand même obligé de restreindre les surfaces constructibles. Et comme le ténement est suffisamment important, on va le laisser en zone verte. Dans le futur règlement, vous l'avez vu dans le zonage tout à l'heure, aujourd'hui, ça va être classé en zone agricole. Et c'est vrai que, vous avez vu par rapport aux nouvelles lois, aujourd'hui, on est quand même limité. Il y a des secteurs et puis, on peut peut-être se poser la question aussi. Dans le centre du village, je le dis clairement, on est une station village et tout. Peut-être que d'avoir une zone verte dans le centre du village, ça fait peut-être partie de l'aménagement aussi. C'est une réflexion qu'on peut avoir aussi. Je veux rebondir un peu sur ça. Je voudrais juste finir à dire, à mon avis, ce qui aiderait à redynamiser le village, c'est plusieurs hôtels dans le centre. Parce que si vous faites des aménagements pour que les gens se promènent en vélo et tout, etc., il faut qu'ils soient près du centre finalement, parce que les gens qui habitent loin, ils vont venir en voiture dans le centre. Bien sûr, mais vous avez vu qu'aujourd'hui, on a quand même des projets d'aménagement du centre du village, où on va remettre la construction de l'habitat dans le centre du village. C'est bien, ça va dynamiser le centre, mais il faut qu'on se limite aussi. On peut pas certaines zones où ça va être compliqué. Donc a priori, comme j'ai cru comprendre, il va y avoir des zones un peu plus précises au niveau de l'unité touristique. Oui. Le granit, a priori, les zones de tourisme. Oui. Le mien, je ne sais pas, j'étais un peu loin pour voir un peu où il va se situer. Oui. Et quand j'entends qu'il y a des futurs jeunes hôteliers qui veulent y aller, alors qu'on ici, il n'y a plus d'hôtellerie à Combloux, je dis bravo. Et moi, qui ai un projet quand même que tu connais, parce que je suis quand même un entrepreneur, et aujourd'hui, c'est compliqué pour moi d'aller au bout de mon projet, alors qu'il avait bien démarré. D'où l'intérêt aujourd'hui de garder les hôtels qui sont en hôtel. Après, je reviens Nicolas, je vais te répondre par rapport à l'OAP des Granites. L'OAP des Granites, aujourd'hui, on va faire une résidence de tourisme et il s'engage à signer une convention de 25 ans pour mise en location des appartements. Mais je veux dire, aujourd'hui, si on accepte les Granites de mettre une OAP, de changer de destination, c'est parce qu'il s'engage à signer une convention de 25 ans. En fait, les gens qui découvrent une station, ils commencent à venir à l'hôtel pour connaître la station. Bien sûr. Il n'y a plus de chambres d'hôtel, ils ne s'arrêtent pas là, ils vont ailleurs. Bien sûr, non, mais c'est pour ça qu'on a le projet d'en faire un dans le centre et c'est pour ça qu'on souhaite maintenir les hôtels qui sont en activité aujourd'hui, enfin les hôtels aujourd'hui, les maintenir en activité. Est-ce qu'il y a des hauteurs qui sont définies différentes selon les zones et jusqu'à où? Et la deuxième chose, je ne sais pas si ça fait partie du PLU, au niveau des orientations, je parle au niveau touristique. Aujourd'hui, on a vu fleurir sur Combloux un certain nombre de résidences dites de luxe, des choses qui sont certes très très belles, mais qui ne correspondent peut-être pas à la vraie identité de Combloux et qui ressemblent de plus en plus, me semble-t-il, de plus en plus à une succursale de Megève. Est-ce que ça fait aussi partie des choses pour pouvoir justement diversifier, comme vous l'avez marqué, à un moment donné, la cohésion sociale? Voilà, donc pour répondre à ta première question par rapport à la hauteur, c'est vrai qu'il y a des hauteurs qui sont définies, suivant les zones. Donc, par exemple, dans les OAP, après, on met des R+1, R+2, voilà, mais ça ne va pas plus R+2 plus comble. Pour préciser, monsieur le maire, dans le centre-bourg, la zone UA, c'est celle qui admettra les plus grandes hauteurs. On va être de l'ordre de R+2 plus comble.
Après, en périphérie, on va être... rez-de-chaussée, alors, j'ai plus l'auteur en tête, mais ça doit être 13. Ça doit être 13 ou 14 mètres au fêtage. Un truc comme ça, j'ai plus le chiffre exactement en tête. Et après, dans les secteurs de hameaux, on va limiter à rez-de-chaussée à un étage. Et on doit être, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais on a dû écrire 7 ou 8 mètres, quelque chose comme ça. Après, il y a quelques secteurs très ponctuels. On va avoir dans le centre-bourg des hauteurs un peu plus importantes, notamment dans les secteurs de pente, et puis où il y a de la mix, où il y a des objectifs de logements sociaux, parce que du coup, il faut, voilà, pour les besoins du projet architectural, avoir quelques ajustements de hauteur, mais ça va être vraiment dans le centre-bourg, sur quelques secteurs très circonscrits. Mais sur la question des hameaux, par exemple, on va vraiment être dans des règles de hauteur très encadrées, on va dire. Et identique à ce qui se fait. Voilà, on n'a pas chamboulé non plus les règles du PLU, juste pour dire qu'on avait chamboulé les choses. Au niveau du centre, ça correspond à peu près au bâtiment existant d'aujourd'hui. Vous parliez de dents creuses. Notre terrain n'est pas une dent creuse, c'est ça? Il est battu de tous les côtés? Il est bâti de tous les côtés, mais voilà, mais à partir, il a quand même une surface qui est importante. Hein. Donc, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un terrain, je pense on est dans l'obligation, enfin, on va le garder en zone agricole parce que on ne peut pas densifier d'une façon aussi importante le centre du village par rapport au projet qu'on a déjà d'aménagement du centre. Je pense que, franchement, en dehors du propriétaire, je pense que, je vais vous parler en tant que maire de Combloux, je pense que ces zones-là, aujourd'hui, en termes d'aménagement du village, elles sont quand même importantes. Et pour nous, les garder en zone verte, je trouve que c'est quelque chose d'important pour l'aménagement. C'est vrai que le propriétaire sera pénalisé, mais dans le cadre de la révision du PLU, l'ensemble des familles de Combloux sont quand même touchées et l'ensemble des familles de Combloux perdent des droits à construire. Au niveau de deuxième question, madame, alors on ne peut pas, dans le PLU, merci M. le maire, on ne peut pas, dans le PLU, déterminer des gammes d'hôtellerie ou voilà, c'est autant sur le logement. On peut effectivement avoir des orientations et des prescriptions sur on veut des logements locatifs sociaux, des logements en bail réel solidaire, etc. Autant sur le volet touristique, on peut catégoriser ce qui est hôtel, ce qui est autre hébergement touristique, mais on ne peut pas dire je veux du 1, 2, 3, 4 étoiles, sans étoiles, palace, je ne peux pas dire ça. Voilà. J'ai une question, il y a beaucoup de travaux à Combloux, hein, et il y a des camions qui circulent avec de la terre. Est-ce qu'il est prévu dans le PLU des zones de récupération de tous ces déchets qui pour l'instant sont plutôt dans des champs, voilà. C'est vrai qu'on a différentes zones de remblai sur la commune. C'est vrai que ces zones de remblai, elles créent des nuisances, on en est parfaitement conscient. Hein, souvent, c'est des camions qui roulent sur des routes qui ne sont pas tellement appropriées. On a déjà rencontré plusieurs fois les entreprises pour essayer de les sensibiliser. Hein, et c'est vrai que les zones de remblai sont difficiles à trouver aussi, hein, parce qu'il y a quand même énormément de construction. Ce qui est le plus dur, des fois, c'est que nous, on est obligé d'accepter les camions ou les terrassements des communes voisines. Donc, ça nous fait un peu mal au ventre aussi. Et puis, par rapport, c'est pareil, là, les entreprises, je pense à l'entreprise de paysagisme, je pense que c'est là que tu as dit. Voilà, c'est vrai qu'on les a rencontrés aussi. On a fait venir des personnes du CITOM pour regarder la façon dont ils aménageaient, ils travaillaient leur plateforme. On a fait venir des techniciens aussi. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est vertueux. Hein. Ils réutilisent une partie du compostage qu'ils font. Je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que malheureusement sur Combloux, on a un foncier qui est difficile. On réfléchit pour trouver d'autres zones et aujourd'hui, on a du mal à trouver. Peut-être qu'il y aura une réflexion plus au niveau de la communauté de communes pour inciter les entreprises à aller au niveau de la déchetterie, enfin des déchetteries ou du CITOM pour traiter ces végétaux. Mais on est conscient du problème et on a rencontré plusieurs fois les entreprises pour essayer de les sensibiliser. Dans la zone artisanale, il n'y a pas de possibilité là-dedans, hein? Dans la zone artisanale, on a un terrain communal au fond de la zone qui est relativement limité aujourd'hui. Hein, donc c'est compliqué de mettre ça dans la zone artisanale.
Mais on est conscient du problème et c'est vrai que... Bon, et je pense que l'entreprise, elle est consciente et elle fait le maximum pour créer le moins de nuisances possible. Quand c'est des déchargements de terre et que le trafic dure depuis 2 ans, Oui. il n'y a pas de limite, ça va continuer encore longtemps. Ben, c'est-à-dire que toutes ces DP qui ont été faites, aujourd'hui, c'est des DP qui sont posées par les entreprises, qui ont été acceptées. Hein. Et c'est vrai qu'on n'a pas de... On essaye d'éviter que ça dure trop longtemps, mais voilà, il n'y a pas de limite dans le temps par rapport à ça. C'est plutôt une limite de volume. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est conscient du problème. Voilà. Je comprends que le SCOT est en cours d'élaboration. J'imagine que le PLU Combloux sera achevé à approuver avant la finalisation du SCOT. Quelles seront les implications pour nous dans le cas où il y ait une non-conformité? Eh bien, le SCOT, là, il en est à la phase de diagnostic, si je ne me trompe pas. Il avance pas très très vite, voire pas vite du tout. Donc effectivement, vous avez raison, le PLU sera approuvé, ça je peux vous le garantir, avant que le SCOT ne soit opposable. Donc, tant que le PLU sera tout seul sans SCOT, il vivra sa vie. Ensuite, le SCOT, une fois qu'il sera approuvé dans un temps X, eh bien, le PLU sera tenu de se mettre en compatibilité avec le SCOT. Alors, selon le niveau d'incompatibilité, c'est une mise en compatibilité entre 1 et 3 ans. Enfin, après, c'est le préfet qui nous dit. Mais voilà, c'est une obligation de mise en compatibilité du PLU avec le SCOT. Sachant que là, le PLU, il est quand même récent, que la notion d'incompatibilité, quand les PLU sont récents et que les SCOT arrivent dans la foulée, généralement, elle est... Enfin, je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas savoir ce qu'il y aura dans le SCOT, c'est pas moi qui le fais en plus. Mais bon, il y aura peut-être des points d'incompatibilité qu'il faudra lever. On peut le faire par différents types de procédures selon le niveau d'incompatibilité, on va dire. Donc ça, on ne lit pas dans le marc de café, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui, mais il y aura une obligation de le mettre en compatibilité dans, on va dire, maximum les 3 ans qui suivront l'approbation du SCOT. Mais peut-être que d'ici là, de toute façon, il sera apparu des nécessités de faire évoluer le PLU de Combloux pour d'autres raisons. Et puis, dans l'hypothèse où le SCOT, un jour il sera fini, il devrait pouvoir intégrer des projets touristiques, notamment les UTN, notamment celles qui peuvent concerner Combloux. Et du coup, il y aura un intérêt pour la commune aussi à pouvoir transcrire ces projets touristiques dans le PLU au moment venu. Enfin, aujourd'hui, je peux pas vous dire précisément ce qui sera fait sur le PLU de Combloux pour le mettre en compatibilité. Mais en tout cas, c'est l'avis des documents d'urbanisme. C'est vrai que les PLU qui ont une quinzaine d'années, souvent, ils étaient un peu écrits pour durer. Et aujourd'hui, les documents d'urbanisme, comme ils sont dessinés de manière très serrée, ils ont plutôt tendance à évoluer, pas régulièrement, mais assez souvent pour intégrer des projets qui n'avaient pas été prévus, etc. Donc, voilà, un PLU, ça vit et ça peut intégrer des projets qui n'étaient pas prévus. Ça peut être ajusté sur certains sujets, soit parce que le SCOT nous les faire descendre, soit parce qu'il y a d'autres projets extérieurs qui sont apportés. Non, juste 2 mots sur le SCOT. Le SCOT, donc, il concerne le périmètre de 4 communautés de communes. La communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, la communauté de communes de Chamonix, la communauté de communes de Cluses et la communauté de communes du Gifre. Donc, vous voyez que le périmètre, il est important. Et quand on est 40 ou 50 élus autour de la table pour essayer de définir la stratégie et le projet du SCOT, aujourd'hui, c'est compliqué et ça avance doucement. Voilà. Comment pensez-vous réduire la circulation sur la route du Medonnet? Ça devient infernal. Hein. Je pense que la circulation, pas uniquement sur la route du Medonnet, mais sur l'ensemble des routes de Combloux, quand on a fait les réunions publiques au printemps dans chaque quartier, donc c'est ce qui est ressorti, c'est la vitesse et l'augmentation de la circulation sur ces petites routes. On en est conscient. Il y a eu des essais qui ont été faits de ralentisseurs sur la route du Medonnet. On va essayer de les remettre en place. C'est compliqué. Et puis en plus, sur le Medonnet, il y a le GPS qui oriente un peu les... Voilà. Donc c'est compliqué. Après, est-ce qu'il faut mettre des ralentisseurs sur toutes les routes? Est-ce qu'il faut mettre des chicanes? Voilà. Bon. Alors malheureusement, le PLU ne peut rien à ce sujet. C'est effectivement une question alternative, parce que le PLU ne peut pas prescrire des sens interdits, des sens uniques, des élargissements. Enfin, on peut prévoir les emprises foncières pour des élargissements, mais plus on élargit les routes et plus les gens roulent vite. Donc c'est pas forcément la solution.
On a déjà mis des radars, on a mis des panneaux de limitation et c'est vrai que... Voilà, donc, est-ce qu'il faut mettre un gendarme à chaque fois ou faire des contrôles de police aussi, hein? On peut les demander, hein, si vous voulez. Pour la circulation, ça ne peut pas être dans le PLU, c'est bien dommage parce qu'on a besoin de réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de circulation, pas sanguine, mais il y a les piétons. À Combloux, les touristes, ils aiment marcher, ils sont là pour se balader. Bon, c'est un objectif. Bon, vous avez mis ça dans le PLU, c'est très bien. Mais moi, j'ai pas vu de plan de sentier pour l'instant. Dans le PLU, il y a tous les sentiers qui existent et puis après, on a mis certains emplacements pour la création de nouveaux sentiers. Il y en aura. Il va apparaître le plan des sentiers dans le PLU. Le plan des sentiers, bien sûr qu'il est dans le PLU. Donc les sentiers du PDIPR, plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, il est reporté sur le plan de zonage et le règlement dit qu'on n'a pas le droit de déplacer et de couper ces itinéraires qui doivent être laissés libres de toute circulation. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, on a mis en place quand même pas mal d'emplacements réservés pour pouvoir justement avoir la maîtrise foncière par la commune de certains sentiers, de certains cheminements qui aujourd'hui se font vraisemblablement sur des terrains privés, donc de manière à pouvoir les tracer, les entretenir, etc. Donc il y a plusieurs emplacements réservés, notamment dans les versants, dans la forêt. On a aussi mis quelques petits emplacements réservés des fois pour pouvoir liaisonner, faire des liaisons entre différents sentiers. On a aussi mis des emplacements réservés pour quelques secteurs de stationnement pour les départs de promenade. Après, voilà, nous, dans le PLU, pour ce qui est de la question de la randonnée ou de la promenade ou du VTT, c'est là où il peut apporter une réponse quand il y a une question foncière derrière. Après, le PLU peut pas, voilà, il ne flèche pas les sentiers. La difficulté, c'est qu'on est sur une commune, enfin la difficulté, le fait est on est en montagne, donc il y a de la pente, donc tout n'est pas forcément évident. On a des espaces qui sont déjà beaucoup urbanisés, donc c'est pas forcément évident non plus de prévoir des trottoirs ou des aménagements doux le long des routes qui existent, parce que quand c'est des routes du département, on n'a pas la maîtrise foncière et on peut pas préempter le département. On a le plan d'alignement quand même qui pourra peut-être apporter un certain nombre de réponses à ces sujets. Et puis, je voulais dire autre chose, mais je l'ai oublié, donc c'est pas grave, peut-être que ça reviendra. Oui, on l'a intégré, oui. J'ai mon souffleur, là, donc... les sentiers dans le règlement, c'est introduit dans le règlement la préservation des sentiers. Oh, c'est bien, mais les espaces réservés, on a depuis Mathusalem des espaces réservés le long des routes, et on ne voit pas les chemins se faire. Oui, tu veux que les communes puissent faire les acquisitions. Qu'est-ce qui empêche les communes de le faire ? Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un plan d'alignement au bord de chaque route communale. Il y a quand même des efforts qui ont été faits avec les voies partagées. Hein. Je pense que Gérard nous parlait tout à l'heure de la vitesse sur certaines routes, mais c'est vrai que quand il y a des voies partagées, on s'aperçoit que ça ralentit aussi la circulation. Hein. Je pense que ça, il faut quand même qu'on poursuive. Après, Après, on a dit... C'est quand même possible à Combloux. La route du feu, par exemple, peut être en sens unique, et ça empêcherait les voitures de l'emprunter pour descendre à Médonner. Bien sûr, mais ça, voilà. Ça c'est un peu hors PLU, mais c'est vrai qu'on peut mettre un sens unique à la montée sur l'ancienne route de Salanches aussi. Hein. Sur la question de quand on délivre des permis, demander une bande pour le chemin piéton, on n'a pas le droit de le faire en fait, c'est illégal. Donc s'il y a un emplacement réservé, eh bien, ça peut être l'occasion du permis de construire pour que la commune signale son intention d'acquérir la partie qui est en emplacement réservé. Mais quand il n'y a pas d'emplacement réservé parce que ça n'avait pas été prévu par le PLU, on ne peut pas, au moment du permis, dire au fait, vous nous donnerez 1 mètre. Avant, ça se faisait. Et je pense que ça doit bien faire à peu près 10 ans que c'est devenu illégal. Alors, je ne saurais plus vous dire quelle loi, quel texte, mais en tout cas, il y avait une disposition qui, je ne sais pas si ce n'était pas une décision du Conseil d'État même, qui avait dit qu'on ne pouvait pas, c'était illégal de demander de céder une part du terrain comme ça se faisait il y a 15, 20 ou 30 ans, de dire vous me laisserez 1 mètre là pour les chemins piétons. Donc ça se faisait, on n'a plus le droit de le faire. Et c'est vrai que du coup, comme avant ça se faisait à l'usage, les PLU ne le prévoyaient pas dans les emplacements réservés. Et ensuite, quand ça a été devenu illégal, les PLU n'ont pas forcément tout de suite été ajustés pour inscrire en emplacement réservé les cheminements piétons. Et du coup, on arrive à des situations où aujourd'hui, il manque des modes des trottoirs ou des accotements pour les piétons. Mais voilà, malheureusement, c'est un fait. J'en reviens à votre centre du conseil municipal du début février. Vous avez déclassé 3 chemins ruraux.
vous avez classé en chemin communal. Quelle est la différence? Les chemins ruraux et les voies communales, c'est la commune qui les entretient d'une manière générale. Sur les voies communales, c'est obligatoire. Sur les chemins ruraux, ça dépend s'ils sont vraiment fréquentés ou pas. Voilà. Et le déneigement, qui fait? Le déneigement, c'est la commune. Bah, sur la partie voie communale. On déneige la partie voie communale et c'est pour ça qu'on a arrêté l'emprise de la voie communale là où on arrête le déneigement. Donc la commune a obligation d'avoir un traitement équitable pour l'entretien des chemins ruraux. Sur les voies communales, c'est partout. Sur les chemins ruraux, donc on doit réaliser les mêmes prestations sur les mêmes circonstances. Donc, oui. Bah oui, tu habites sur un chemin rural, mais on pourrait le déneiger, il suffirait de nous le demander. Non mais Pascaline, je te l'ai déjà dit. Donc, puisque des fermes qui se trouvent en bout de chemin comme où tu habites, on en déneige. Donc je t'ai déjà dit qu'en fait, il suffirait de nous le demander, mais vous assurez votre déneigement. C'est pour ça. Monsieur Nouvellement. Oui. À propos des portes de garage. Il y a 40 ans, j'avais fait le Gros Caillou, j'avais fait 10 garages en randonnion. Au moment de la conformité, Michel Paget et Yves Bavoux ont dit c'est très laid, effectivement, bien que ce n'était pas visible de la voie publique. Il ne faudrait pas qu'à nouveau, on autorise, comme ça a été autorisé route de la CRI, des garages un à côté de l'autre. Il faudrait au maximum 2 portes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais on est tout à fait d'accord avec vous et je pense que le règlement du PLU l'interdit. Ça. Aujourd'hui, d'avoir 10 portes de garage alignées, je pense que nous, en termes d'urbanisme et tout, on ne l'acceptera pas au niveau des permis. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez par arrêté d'alignement sur un chemin rural. Je m'adresse principalement à M. Collot. Je vois que le statut des voies communales intéresse beaucoup de monde. L'alignement ne peut pas se réaliser sur un chemin rural. Donc l'alignement, c'est une procédure qui permet de délimiter l'emprise du domaine public, des ouvrages publics par rapport aux propriétés riveraines. Ça permet de garantir la délimitation fixe donc de l'ouvrage public. Par contre, l'alignement ne se détermine que sur de la voie communale. Et qu'est-ce qu'une voie communale? Il faut que ça appartienne à la commune, que ça soit affecté à l'usage du public, ouvert à la circulation. Un chemin rural ne peut pas se trouver en partie aggloméré, si c'est là votre question. Il y a une jurisprudence, c'est la 4e condition pour que ça soit une voie communale. En fait, un chemin rural ne peut pas être en partie aggloméré. Donc, comme pour répondre à votre question, en Marais, on était classé en chemin rural, mais en fait, dans les faits, on est en voie publique. Donc, justement, sur ce chemin rural qui fait 2,20 m de large, il y a une circulation anarchique sur une certaine partie de ce chemin. Excusez-moi, j'ai une bonne... la circulation anarchique depuis la construction d'un lotissement. Donc, voilà. Une partie a été, donc pour pouvoir construire, mettre à l'urbanisation le lotissement, il y a eu des servitudes de passage. Donc on le sait tous depuis la voie communale qui arrive au centre du village, et après les servitudes ont desservi justement le lotissement en question. Mais le problème, il est que justement, la circulation se fait dans les deux sens, sur l'autre partie du chemin rural, où la largeur n'est que de 2,20 m. Et que nous, enfin, tous les riverains propriétaires fonciers voient justement leur terrain se pris par les... Non, mais bon, après, je veux dire, on peut pas répondre non plus à des problèmes particuliers, donc c'est pour ça que voilà. Je pense que les personnes concernées, elles prendront rendez-vous et puis on leur répond. Ouais. Nadine? On a le choix à un moment donné de développer ce village. Il y a des gens qui ont du terrain, il y a des gens, on a plus d'habitants. Donc aujourd'hui, fatalement, on n'a plus d'habitants, donc on n'a plus de voitures. C'est comme ça. Il faut tous qu'on accepte, ou en tout cas, il faut tous qu'on se batte pour développer d'autres alternatives à la voiture. Effectivement, ça peut être le pied, ça peut être aussi les transports en commun. On se rend très régulièrement, vous allez me dire c'est facile, moi j'ai mis ensemble. Ok, j'ai d'autres nuisances à tous ceux qui vont chez vous dans les terrains, ils passent devant chez moi, donc je les ai aussi. Les transports en commun, que ce soit de la commune de Combloux pour monter au pic de ski ou pour descendre les planches, ils sont sous-utilisés, voire pas utilisés du tout. Donc je pense qu'effectivement c'est important, mais il faut aussi qu'on essaye de voir comment tous ensemble, on peut essayer aussi de changer nos habitudes. Ça, après,
Voilà. Ça, c'est une évolution de la société. Je pense qu'avec les vélos, tout ça, on est en train d'y réfléchir. Je vais te répondre par rapport au transport en commun. Donc, au transport en commun, aujourd'hui, on a la ligne qui est organisée par la commune du centre de Combloux jusqu'au départ des remontées mécaniques. Après, tout ce qui est liaison entre Salange, Combloux, Megève, tout ça, c'est dans le cadre de la communauté de communes et la région est organisée par la communauté de communes et je peux t'assurer qu'au niveau de la communauté de communes, il y a beaucoup de réflexions. On a mis en place, on est en train de regarder pour mettre l'autopartage, on a mis en place le montant bus. Il y a beaucoup de réflexions à ce niveau-là qui sont faites par la communauté de communes. Après, c'est vrai qu'il faut arriver à sensibiliser les gens pour qu'ils prennent ces services parce que, à mon avis, ces services sont sous-utilisés aujourd'hui. La réponse de Monsieur le maire est allée dans votre sens, parce qu'effectivement, votre remarque, elle est bien dans le cadre de l'aménagement du territoire. Eh bien, là, le PLU, son objectif, enfin en tout cas un des objectifs, c'est d'accueillir la population permanente privilégiément au centre du village, parce que du coup, tous les gens qui vont être au centre du village, toutes les constructions, les logements qui vont se faire au centre, sur la place des Cristaux, voilà, dans le centre, on a quand même plus de chances que ces gens fassent une partie de leurs courses, aillent en partie à l'école à pied. Ou voilà, disons que plus on va regrouper les habitants et les services et les commerces au même endroit, et plus on va favoriser l'usage de modes de déplacement autres que la voiture individuelle. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, Combloux, c'est une commune avec un habitat diffus très important que quand alors je ne l'ai pas remis ce soir, mais la carte de la consommation foncière, clairement, ce qui s'est consommé, ce n'est pas dans le centre-bourg, le foncier des 10 dernières années. Donc, toutes ces constructions qui se sont faites dans les périphéries et dans les hameaux, forcément, ce sont effectivement des gens qui prennent la voiture pour aller acheter le pain, qui rentrent, mince, j'ai oublié le sel, hop, je reprends ma voiture pour aller acheter le sel, et puis après, il faut emmener les enfants à l'école, puis après, il y a une activité, etc. Donc, plus on diffuse l'urbanisation sur le territoire, et plus on provoque des déplacements essentiellement en voiture. Donc c'est vrai que le parti qui a été pris, c'est de dire, pour le développement de l'habitat permanent, on va choisir de recentrer la production de logements au centre-bourg. Après, on vous l'a dit, dans les hameaux, s'il y a des parcelles non construites et qu'elles sont à l'intérieur de l'enveloppe, évidemment, on ne va pas non plus laisser s'enfricher des terrains juste pour le plaisir de dire tout le monde au centre-bourg. Donc voilà, il y a un équilibre qui est cherché dans le PLU. Après, on essaye de mettre en place ce maillage d'emplacement réservé pour donner la ligne directrice. Après, effectivement, un emplacement réservé, la commune ne peut acquérir les terrains que si le propriétaire met en demeure la commune d'acquérir ou si lors d'une vente, il y a donc une déclaration d'intention d'aliéner, la commune dit « Ah, au fait, j'ai un emplacement réservé, je vais vous acheter une bande, là, comme c'est écrit sur le plan. » Mais si les gens sont propriétaires de leur foncier et qu'il ne se passe rien en termes de vente de cette parcelle, l'emplacement réservé, ça ne donne pas un droit d'expropriation, hein, c'est juste une limitation du droit des sols, en fait. Donc c'est vrai que c'est c'est la mise en œuvre des intentions, elle n'est pas forcément aussi rapide qu'on le souhaite parfois. Mais on a besoin, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, les réseaux. Les réseaux, voilà, exactement. Est-ce que c'est réfléchi et dimensionné? C'est quelque chose qui fait partie des réflexions ou c'est... Alors on doit tenir... Oui. Quand on définit des zones constructibles, on doit tenir compte de l'existence et de la suffisance des réseaux. Après, c'est vrai qu'on a facilement l'information sur l'eau potable et l'assainissement. Sur l'électricité, c'est moins évident d'avoir l'état de suffisance du réseau. Après, c'est projet par projet qu'au moment du permis de construire, le gestionnaire nous dit qu'il faudra prévoir un renforcement parce que là, avec toutes les nouvelles constructions, il va falloir renforcer la puissance du transformateur. Après, c'est vrai que quand on est sur des opérations d'ensemble qui vont produire un certain nombre de logements, forcément, le renforcement du réseau est souvent rendu nécessaire. Après, là où il peut y avoir des difficultés, des fois, c'est quand on a une maison, puis une maison, puis une maison, puis une maison. Puis en fait, c'est pas chaque maison qui pose problème, c'est la somme de toutes les maisons qui sont faites les unes après les autres qui fait que celui qui est au bout du fil, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais ça, malheureusement, c'est pas propre à Combloux, hein, c'est pour toutes les communes que c'est plus délicat de gérer cette question-là. Mais en tout cas, dans le PLU, pour ce qui est de l'eau et de l'assainissement, le bureau d'études d'environnement avec lequel on travaille, justement, doit faire la preuve que l'ambition d'accueil démographique et de production de logements qu'on affiche, et bien que derrière, on a des réseaux d'assainissement et une station d'épuration au bout qui a la capacité à traiter les eaux usées, que les réseaux ont la capacité à collecter. Et pour l'eau potable, il faut qu'on démontre que le réseau,
il est suffisant, ou alors que du coup la commune a prévu, le syndicat compétent a prévu le renforcement, et puis qu'on a la ressource naturelle nécessaire pour mettre de l'eau dans les captages, dans les réservoirs, parce qu'avoir les tuyaux suffisants mais pas avoir d'eau à la base, c'est bon. Voilà. Après, on a tous connu l'été dernier, et on sait que il y a aussi des travaux à faire. Là, ça dépasse le cadre du PLU, mais il y a des travaux pas de mise aux normes, mais d'entretien et d'amélioration des rendements de réseau qui sont à faire. Aujourd'hui, par rapport à la ressource en eau, on a un schéma directeur d'alimentation d'eau potable qui a été mis à jour il y a environ une année. Et donc, il démontre qu'on est en parfaite adéquation avec les projets d'aménagement, d'urbanisation sur le futur PLU. Donc, on est serein en termes d'eau potable à ce niveau-là. L'électrique, donc c'est Enedis qui gère le réseau d'alimentation en distribution en électricité. Et donc Enedis connaît l'état de ces réseaux, sait qu'il y a des secteurs qui sont quand même saturés, pas dans le sens où on va avoir des pannes de courant, saturés pour accueillir de nouveaux projets ou du renforcement de réseau. Et c'est là qu'il prévoit justement du renforcement de réseau ou alors de la création de postes de transformation comme on en a vu ces dernières années. Cette évolution de la consommation des voitures électriques avec les besoins en alimentation, en fait Enedis l'intègre dans son plan de développement de réseau et notamment le CIAN à travers la signature de la concession de l'exploitation du réseau à Enedis. C'est des plans pluriannuels d'investissement. Quand on avait eu le renforcement de la ligne HTA le long de mi-quartier, c'était dans le cadre de la concession avec Enedis. Ah, la fibre, grand débat. Tu veux répondre? Ouais, c'est altitude infra. Ouais. La fibre aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que c'est géré par Orange qui sous-traite à des entreprises qui resous-traitent derrière. Donc, des fois, on voit quelqu'un qui arrive, qui fait des branchements, il reste un jour, après il repart, après il y a une entreprise qui arrive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas des dates vraiment précises par rapport à la frise, tu veux compléter? Oui, je peux dire un petit mot parce que le déploiement de la fibre optique, ça a été confié par les communes de Haute-Savoie, on va dire 95% des communes de Haute-Savoie au CIAN, syndicat d'aménagement numérique et de l'électrification, ex-SELEC. Et donc le CIAN a monté un énorme marché qui à l'époque était de 240 millions d'euros, qui doit être à plus de 320 millions aujourd'hui, je crois, sur l'ensemble du département. Donc pour déployer la fibre optique. Donc c'était des marchés de conception-réalisation. Donc on a eu dans un premier temps, on a eu Tutor qui a déposé le bilan. C'est son sous-traitant qui l'a racheté. Et Covage, qui était le sous-traitant du sous-traitant, vient de déposer le bilan. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que c'est Altitude Infra, qui est la dernière entreprise en cours de déploiement de la fibre, qui est active sur cette opération-là. On a reçu un courrier en mairie le 27 février pour nous annoncer que le 28 février, il y avait 827 logements sur Combloux qui étaient desservis. Donc, allez sur le site Altitude Infra ou alors sur le site du CIAN directement qui vous renverra sur le site Altitude Infra. Vous tapez votre adresse et vous saurez si vous êtes éligible. Il y a une carte avec des petits points verts quand vous êtes éligible. Moi, je suis allée voir, c'est route de la Cucuchet et route du Feu. Alors nous, on n'a pas de bol. On est du mauvais côté. On est en aval de la route de la CRI, donc on n'est pas desservi pour l'instant. Nous, Orange nous a répondu, CIAN nous a indiqué que vous étiez éligible, on a contacté Orange, on a été chercher la box et tout ça, et finalement on nous dit, ah non, la mairie de Combloux refuse la connexion avant le mois de mai. C'était en janvier. Non, alors la mairie, nous, on veille juste à une chose, c'est à préserver l'entretien des routes. Donc vous savez qu'en hiver, si on commence à creuser dans les routes, alors non seulement il y a la saison touristique, mais structurellement, c'est pas très bon pour la route. Donc en fait, s'il y avait des besoins de réalisation de fouilles, il y en a un règlement de voirie qui préserve la voirie, qui empêche d'intervenir dans la période hivernale. Donc peut-être que c'est lié à ce niveau-là, mais en tout cas, nous, sur le réseau en lui-même, on n'a aucune influence. Pour les zones humides, en fait, la donnée ou la connaissance, elle résulte à la base d'un inventaire départemental donc, qui a été fourni par Aster, qui est le conservatoire des espaces naturels. Et cet inventaire départemental, donc, qui couvre toute la Haute-Savoie, il a été mis à jour pour Combloux et complété par le bureau d'études en charge de l'étude environnementale. Donc ils ont fait des études complémentaires, notamment dans les secteurs qui allaient être
conserver pour l'urbanisation. Parce que s'il y a des zones humides dans la forêt ou dans les prairies, elles sont peu menacées puisqu'elles n'ont pas de... il n'y aura pas de constructibilité. Donc en fait, pour le PLU, le travail du PLU, l'obligation qu'on a, c'est d'aller vérifier que dans les secteurs prévus pour l'urbanisation, il y a ou il n'y a pas des zones humides. Et quand il y en a, et bien du coup, comme pour la zone de plan mouillé, mais il y en a d'autres endroits, des fois des toutes petites, on les indique au plan de zonage de manière à ce que quand il y a des projets, ces zones humides puissent être prises en compte et préservées. Ou si on ne peut pas les préserver, que le porteur de projet fasse un dossier au titre de la loi sur l'eau et engage ce qu'on appelle la séquence ERC, c'est-à-dire éviter, réduire, compenser. Voilà, c'est-à-dire de prendre en compte et d'expliquer comment on limite notre impact sur les zones humides. Donc, dans le PLU, on a un inventaire. Il a été mis à jour par le bureau d'études environnement qui travaillait avec nous. On a mis dans le plan de zonage, on a mis des règles de préservation. Et si on est obligé de porter atteinte, eh ben, il y a des compensations. Mais qui ne sont pas définies par le PLU, qui sont définies projet par projet. Et nous, finalement, on ne peut pas intervenir par rapport à ces zones humides. Elles nous sont pratiquement imposées. C'est-à-dire que le bureau d'études a une éthique, donc il ne peut pas ne pas... S'il a une zone étude, une zone humide, il est obligé de On a rencontré plusieurs fois SER pour avoir justement des explications par rapport à ces zones. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à partir du moment où elles sont répertoriées, c'est difficile de revenir en arrière. Le zonage, il sera accessible à partir du 25 avril, là, après le conseil municipal du 25 avril. Le zonage, nous, on va pratiquement l'arrêter. Après, il sera accessible. L'idée, c'est d'arriver à présenter le dossier bouclé pour le conseil municipal du 25 avril. C'est l'objectif qu'on a. Avant ça, on a une réunion avec les personnes publiques associées, donc notamment les services de l'État. Donc, sauf à ce qu'il y a un grand bouleversement lors de cette réunion. Sinon, l'autre objectif, c'est le conseil municipal du 25 avril. Et donc, à partir de ce moment-là, le dossier sera considéré comme public, on va dire, puisqu'il est validé par le conseil municipal. Donc, vous pourrez le consulter. Après, ça ne constitue pas l'enquête publique, c'est-à-dire que vous pouvez venir après le conseiller municipal, voilà, sous réserve des petits délais de mise à jour, vous pourrez le consulter. Après, une fois qu'il est arrêté, la phase de concertation est terminée. Donc après, si vous avez des remarques, il faudra attendre l'enquête publique pour pouvoir faire part de vos remarques, soit au commissaire enquêteur, soit sur les registres, soit par courrier, soit etc. Le PLU sera disponible sur le site internet, enfin il sera disponible en mairie évidemment, et sur le site internet de la commune. Vous avez acheté la maison Perrin en bas, c'est là que vous allez faire votre hôtel, c'est ça? C'est vrai qu'on a préempté la maison Perrin parce qu'on voulait, je l'ai dit tout à l'heure, on ne voulait pas avoir de résidence secondaire ici. L'emplacement nous semble stratégique pour le développement de Combloux. Et c'est vrai que l'idée, c'est de faire un hôtel à cet emplacement-là. Je ne sais pas si ça sera... Non, on a une réflexion aujourd'hui, mais les terrains de Joseph Guthrie, pour le moment, ils sont propriété d'un particulier. Donc, on verra le jour où ils seront mis en vente. Et peut-être que la commune se positionnera pour préempter parce que... Non, parce que c'est des emplacements très stratégiques. Par exemple, le terrain qu'on utilise l'été pour faire le parking pour le plan d'eau, aujourd'hui, c'est une propriété privée. Et quand on l'utilise en parking, on négocie avec le propriétaire et l'exploitant. Voilà, je pense que ça fait 2 heures de réunion. Il est temps de clôturer. Merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.